17 juin, c'est la fête de la philo partout en France. Tout le programme sur fêtedelafilo.com. Et à ce buzz actu, ajoutons cette nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques minutes, elle était incomplète. On n'a pas voulu la donner quand Mathieu Guidère était là pour nous parler du terrorisme, donc on restera extrêmement prudent. Un militaire français a été agressé au cutter par un inconnu dans le quartier de la Défense, près de Paris. L'inconnu n'a pas été interpellé, le militaire était en tenue, il se trouvait en patrouille Vigipirate, mais ces jours ne sont pas en danger. Nous sommes en direct et si d'autres informations nous parviennent avant 20h30, nous vous les donnerons évidemment. Autrefois, au Café du Commerce, l'ancêtre du net, sur quoi portaient les premiers échanges? Sur le temps, naturellement. Échanges badins, souriants, même par temps gris. Aujourd'hui, le sujet n'a pas changé, mais la façon d'en parler a changé. Plus grave, moins détendu. Pour quelles raisons? Nous poserons la question à Florence Klein, bonsoir, que les téléspectateurs connaissent très bien, voilà, qui nous dira s'il faut toujours garder sa polaire. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et voilà. Et à Uri Pevzer, bonsoir, qui nous proposera peut-être de nous assurer contre les risques météo, risques réels, psychologiques, économiques, mais aussi physiques. Il suffit malheureusement d'une tornade. Un bruit assourdissant, des vents soufflant à plus de 300 km/h. Oh my God. This is not good. Please, dear God, please keep these people safe. Big, there's a whole roof that just came off. I've never heard a roar like that before. Lundi, une tornade a semé le chaos dans la banlieue d'Oklahoma City, détruisant en grande partie la ville de Moore. Quand tout a commencé, je me suis réfugié sous un stand. J'ai été recouvert de débris qui m'ont, d'une certaine façon, protégé. J'ai vraiment eu de la chance. Sur la trajectoire de ce monstre météorologique, un hôpital et 5 écoles. 2 d'entre elles ont été totalement démolies et la plupart des enseignants n'ont pas eu le temps d'évacuer leur classe. J'ai mis mes bras autour d'eux, autour de ceux qui étaient proches de moi. Et j'ai levé les yeux vers la porte. J'ai alors baissé la tête et la tornade a frappé. Je leur ai dit de rester calmes, que les secours allaient arriver. 7 enfants de cette école sont décédés. Plus chanceuse, cette petite fille, scolarisée dans un autre établissement, raconte comment elle et ses camarades ont réussi à se protéger. Under the desk, and then whenever I saw all this rain coming from the window, the tornado went in, and I was so afraid that I was hanging on to one of the desks, and then I fell back, and then all the dirt started getting in my eyes and all my clothes. Une fois le calme revenu, les habitants découvrent l'ampleur des dégâts. La majorité des rescapés a tout perdu. Je ne peux plus vivre dans ma maison, ni dans aucun autre lieu ici. Ça, c'était ma chambre. La salle de mon fils, qui a été complètement détruite. Plus loin, la salle de bain. Oui, je suis effondrée, mais ça va aller. Dieu est bon, puisqu'on est en vie. L'état de grande catastrophe naturelle a été déclaré. Il faudra des mois aux habitants pour reconstruire leur ville. Une reconstruction probablement coûteuse, Laetitia. Oui, on parle déjà de 6 milliards de dollars de dégâts. Le Sénat de l'Oklahoma a promis une aide exceptionnelle de 45 millions, mais ça ne va pas suffire. Heureusement pour les habitants, l'état de grande catastrophe naturelle, on vient de le dire, a été déclaré. Du coup, ils vont pouvoir obtenir une aide fédérale maximale, tant sur le plan financier que sur le plan logistique. Les gens de Moore doivent savoir que leur pays restera sur le terrain, à leur côté, aussi longtemps que nécessaire. Barack Obama, justement, va se rendre demain sur le terrain pour rencontrer les sinistrés. Et pour répondre peut-être à la polémique sur les abris anti-tornades. Oui, puisqu'ils ne sont pas obligatoires dans les écoles de la fameuse allée des tornades, cette région du centre des États-Unis où elles sont vraiment très fréquentes. La décision d'en construire un ou pas revient au district scolaire, mais cela coûte très cher. Il faut savoir que ça coûte environ 2 000 € du mètre carré. Du coup, à Moore, par exemple, 2 écoles n'en avaient pas. Dans l'une d'entre elles, 7 enfants sont décédés. Ils ne le seraient peut-être pas s'il y avait eu un abri. Et les particuliers eux-mêmes sont mal équipés, dit-on. Absolument. Là encore, aucune loi ne rend les abris obligatoires. Bilan, dans la région d'Oklahoma, moins de 20% des habitations sont équipées. Et l'argument avancé est toujours le même, le prix. Un abri, c'est le prix de très belles vacances. Bon, il faut bien faire des choix parce que l'argent, malheureusement, ça ne pousse pas dans les arbres.
Alors Florence, je sais bien que vous le faites sur France 3 tous les jours, mais le principe d'une tornade, elle se forme comment Alors la tornade, c'est d'abord, il faut savoir que c'est le phénomène le plus violent, météorologiquement parlant, qui existe, avec des vents absolument hallucinants qui peuvent aller jusqu'à 500 km/h. C'est ce que j'ai entendu. C'est incroyable, oui, c'est une force incroyable. Donc en fait, ce qu'il faut, et c'est pour ça que les États-Unis sont particulièrement touchés, il faut une rencontre d'un air très chaud et humide et de l'air très froid qui descend. Donc on a ces grandes plaines où ces masses d'air se rencontrent. En fait, il y a ce qu'on appelle des cumulonimbus. Vous savez, ce sont ces nuages d'orage avec une différence de température très très importante aussi entre le haut du nuage et le bas de la Terre. Et c'est cette aspiration, en fait, ces courants ascendants et descendants qui forment ces aspirations très violentes. Alors les États-Unis qui anticipent, en plus, qui sont coutumiers des tornades. On appelle ça l'allée des tornades. Il y en a 1300 par an, c'est énorme. Pourquoi ne pas anticiper quand on voit les dégâts humains provoqués notamment dans les écoles? On ne comprend pas trop. C'est vrai que ça paraît incompréhensible quand on voit les dégâts, c'est-à-dire les maisons construites dans du bois finalement. C'est très léger. D'ailleurs, on voit ces reconstructions extrêmement rapides. On se demande effectivement pourquoi ce n'est pas absolument obligatoire, parce qu'on a vu les bâtiments en dur, les bâtiments en béton. Là, ça tient mieux, ça résiste. Alors oui, non, là il y a cet aspect, on en parlera d'ailleurs avec Uri Pevzer sur les risques météo. Mais non, mais c'est l'autre aspect dont je parlais, c'est la prévision. C'est la prévision, c'est l'alerte. Alors, le problème d'une cellule orageuse, si vous voulez, c'est qu'elle se forme très rapidement et qu'on ne sait jamais si ça va donner une tornade ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a un délai absolument très court. 15 minutes à peine. 15 minutes, 20 minutes. Et vous avez, lorsque vous êtes aux États-Unis, des alertes radio. Par exemple, vous êtes branché sur la radio, il y a des sirènes, les émissions sont interrompues. Enfin, c'est très, très bien organisé au niveau de l'alerte. En revanche, pour la formation de la tornade, là, malheureusement, on n'a pas de délai. Et en 15 minutes, on n'a pas le temps, éventuellement, d'abriter des enfants. Voilà. D'où effectivement la solution de l'abri sous tous les bâtiments, parce qu'en dehors de ça, on ne peut pas. Et sur la prévision, ce sera toujours le cas. On ne peut pas améliorer cette prévision. On ne peut pas dire 2 heures avant, attention tornade. Bien sûr que j'espère que l'on pourra améliorer cette prévision. On fait des progrès tous les jours, mais pour l'instant, non, on ne sait pas si une cellule orageuse va se transformer en tornade ou pas. C'est impossible. Alors, est-ce que c'est comme pour les tremblements de terre? Il y a des régions il y a des terrains plus favorables que d'autres. La France, par exemple. Alors, il y a des tornades. Il y en a eu une incroyable dans le nord de la France où on a eu, c'était vous savez, c'est classé avec, ça part de F0 à F5. F5, c'est au-dessus de 322 km/h, donc celle-ci était vraiment à la limite, c'était 320 km/h. On a eu une F4 à Aumont, dans le nord, et qui a fait beaucoup de destruction. On en a en France aussi. Mais moins nombreuses qu'aux États-Unis. Heureusement, beaucoup moins nombreuses. Sur les risques météo, on ne comprend pas que, par exemple, justement, dans ces écoles américaines, il n'est pas construit des abris anti-tornades, ou même chez les particuliers. Alors, c'est difficile de vous répondre parce que nous attaquons pas aux catastrophes naturelles proprement dites. Alors, je rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient, que vous êtes Uri Pevzer, c'est ça? Et donc, vous occupez de l'assurance contre les risques intempéries, c'est ça? Voilà, plus exactement. Vous êtes courtier en assurance, quoi. Nous sommes courtiers en assurance, mais nous nous occupons de l'impact économique sur les entreprises des anomalies climatiques, telles qu'on les connaît en ce moment. Les catastrophes climatiques ne sont pas de notre ressort. Et aux États-Unis, est-ce qu'il y a des courtiers en assurance qui... ou les assureurs du monde entier ne veulent pas... Absolument. Il y a des risques il y a des assurances contre les risques, effectivement, parce qu'ils ont des cyclones très régulièrement dans tout le golfe du Mexique, donc il y a des assurances. Le problème, vous venez de citer les abris, c'est cher, mais les assurances, c'est hors de prix. Donc la plupart des habitants ne s'assurent pas. En Floride, par exemple, ou en Louisiane, ils sont régulièrement frappés par les cyclones, et beaucoup de gens ne sont pas assurés, donc c'est le même problème. Et les dégâts occasionnés par la catastrophe naturelle sont des dégâts matériels. Donc ils sont assurables et assurés. Et ils sont payés par les assureurs. Alors en France, pas de tornade, pas d'épisode météo spectaculaire en ce moment, mais un ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis. C'est pas moi, c'est de Baudelaire, les fleurs du mal, spleen, que dire de plus? Un soleil aux abonnés absents, des pluies diluviennes, des températures nettement en dessous des normales saisonnières. La France connaît depuis plusieurs semaines une météo digne d'un mois de novembre. Même la Croisette à Cannes n'a pas été épargnée. De mémoire de festivalier, c'était du jamais vu. C'est la 8e année que je le fais et j'ai jamais vu ça, quoi. Un déluge pareil depuis le début, là, honnêtement, on attend un peu de soleil. Sur les côtes normandes aussi, il était très difficile de distinguer la mer du ciel. Seuls quelques courageux ont osé mettre le nez dehors le week-end dernier. On est venu sortir les enfants en fait, parce qu'on ne peut pas rester toute la journée enfermé quand même. Donc avec un bon kawa, une bonne capuche, ils jouent dans les flaques et tout va bien.
Mais tout le monde n'affichait pas le même optimisme. Dans le Var, les fortes précipitations ont provoqué le débordement de certaines rivières. Ce jeune viticulteur s'est retrouvé complètement désemparé face à l'état de ses vignes. Si je peux pas traiter dans la semaine, ouais, je perds la récolte, quoi. Ça fait 2 fois cette année déjà. 2010, 2011, économiquement c'est plus possible. Là je risque de perdre la récolte. Donc maintenant il va falloir que nos pouvoirs publics et nos élus se bougent pour nous sortir de là. Quant aux maraîchers, ils constatent avec impuissance le retard de leur production de fruits et légumes. Là-dessous, on a des courgettes qu'on a repiquées il y a assez longtemps et elles sont encore tout petites. Elles devraient être à peu près de cette taille-là, la courgette. Sur les marchés, les fruits et les crudités n'ont pas la cote. Par ce temps, les clients préfèrent consommer des légumes d'hiver comme les carottes ou les poireaux. Et les agriculteurs ne sont pas les seuls à souffrir du mauvais temps, Vicky. Non, et parmi les secteurs particulièrement sensibles à la météo, on trouve le textile. Il faut savoir que les ventes de vêtements d'été continuent leur chute libre et la mode des couleurs flashy n'arrange bien évidemment rien. Et ce sont les petits commerçants indépendants qui sont les premiers touchés. C'est pas facile à vivre parce qu'en tant qu'indépendant, on doit payer nos collections. On ne retourne pas effectivement les produits. Donc tout doit être payé à la fin de la saison. Et là, c'est pas simple. Il faut savoir que 70 à 80% des secteurs d'activité sont météosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont impactés par la météo. Alors on pense bien évidemment à l'hôtellerie. Le nombre de nuitées a diminué de 7% depuis le 1er janvier. Dans la restauration, le chiffre d'affaires a diminué de 10%. Et puis dans les supermarchés, eh bien, les soupes et les plats cuisinés ont la cote au détriment des produits de saison. Sur l'alimentaire, on peut ne pas manger des salades, de la glace et acheter du chocolat. J'ai envie de dire globalement pour la consommation, ce n'est pas trop grave. En revanche, les achats de non-alimentaires, les barbecues, le bricolage, etc., là seront peut-être des annulations tout simplement d'achats. Donc c'est mauvais pour la consommation qui est un des derniers piliers de notre économie. Mais certains tirent tout de même leur épingle du jeu. Il paraît que les cavistes et les fromagers rencontrent un énorme succès. Et puis plus sérieusement, le mauvais temps a également entraîné une hausse de la consommation électrique de 5 à 10% par rapport à la normale de saison. Vous ne vous laissez pas abattre parce que vous avez une couleur flashy, non? Ce jaune, c'est flashy. Tout à fait. Florence, on a l'impression que l'incidence du temps sur l'humeur est beaucoup plus forte qu'auparavant. Est-ce que je me trompe ou pas? Peut-être que, Paul, ça vient du fait qu'on est très informé et on a envie de maîtriser sa vie. Donc effectivement, les gens n'admettent plus de ne pas savoir et quand ils savent, eh bien, ils dirigent par exemple leur week-end, leurs vacances, etc. Donc effectivement, on est touché parce que ce qui nous arrive ne nous plaît pas. Alors, touché psychologiquement, touché économiquement. Et là, on peut parler sans sourire parce que les conséquences, on l'a vu d'ailleurs avec les agriculteurs, peuvent être très lourdes. Oui, les conséquences sur les entreprises sont en effet très très lourdes. Vicky a parlé des différents secteurs qui sont touchés. Prenons par exemple le tourisme qui a été extrêmement impacté et je pense surtout aux parcs d'attractions et aux zoos par exemple qui sont dans le secteur du tourisme des secteurs qui ont été vraiment très fortement impactés. Nous avons la boisson aussi parce qu'il faut savoir que dans la grande consommation, 300 catégories de produits, 50% sont météosensibles. La boisson, les glaces et les produits d'été. Alors parler de soupe et de chocolat chaud en ce moment, on peut le dire. Maintenant, c'est pas si simple. Encore faut-il que les producteurs aient prévu cet hiver qui n'en finit pas. Vous avez l'air très très ému. C'est pas le temps qui vous. Détendez-vous, on ne va pas vous agresser. Je suis très détendu. Voilà. Ça va. Alors vous conseillez de s'assurer contre le risque météo. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les Français ne le font pas assez? Ceux qui ont des activités, comme dit Vicky, météo-sensibles. Voilà. Donc nous conseillons aux entreprises importantes, de se couvrir contre les anomalies climatiques et des anomalies qui durent. Nous avons par exemple l'impact du coût du chauffage, par exemple, pour les collectivités locales, pour les grandes entreprises, un printemps qui n'existe pas, un hiver qui n'en finit pas, ce sont des coûts supplémentaires extrêmement importants que l'on peut couvrir. Pour l'agriculture, je pense aux serres, maintenir les températures sous les serres, ce sont des coûts supplémentaires pour les agriculteurs, en plus de ce qu'on peut appeler... Mais alors ils ne le font pas assez pour des raisons économiques, financières, comme aux États-Uns? Alors, il faut dire que... Ou parce qu'ils ne sont pas informés? Alors, je pense qu'ils ne sont pas encore informés. Nous proposons des produits pour ces entreprises, mais ce sont des produits extrêmement nouveaux.
ces produits sont apparus plutôt aux États-Unis et plutôt pour couvrir les énergéticiens. Et aujourd'hui, nous tentons d'industrialiser ces produits et de les proposer à toutes les entreprises météo-sensibles. Est-ce que vous redonnerez quand le sourire à M. Pevzer en lui annonçant une bonne nouvelle lundi, il va faire beau, donc vous aurez un peu moins de travail. Il faudra en profiter parce que ça ne va pas durer. L'hiver reprendra son cours. Il y a des agriculteurs qui disent on n'a jamais vu ça. C'est vrai. Le temps s'est détraqué. Est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que c'est un sentiment? Alors, quand j'étais petite, Paul, vous devez vous en souvenir aussi, on nous disait « Oh là là, ils ont lancé les Spoutnik et ça nous a déréglé le temps ». On ne sait pas. Bien sûr qu'il y a des années où ça va mieux, d'autres où ça va mal. Et là, on a une année particulièrement mauvaise. On bat tous les records. Hier, à Paris, on a battu le record de la journée la plus froide. Hein, alors, il y a une autre réaction. On entend dire, ce qui est vrai d'ailleurs, et vous allez le confirmer, il y a un réchauffement climatique, et on le dit en grelottant. Alors, il y a un changement climatique et je pense que le réchauffement, il se produit au niveau de la planète. En revanche, dans nos contrées, ce n'est pas forcément justement un réchauffement. Ce sont des phénomènes violents un peu plus importants, c'est une montée des eaux, etc. Oui, bien sûr qu'il y a un changement climatique, ça je vous confirme. Bon, vous n'avez pas de couleur flashy, mais ça va, vous avez le regard flashy. Donc non, mais elle a le soleil, elle porte le soleil, donc...